Salut la machine, t'es toujours au top? On continue variation génétique et santé, et cette fois on s'intéresse à notre patrimoine génétique. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, intéressons-nous au patrimoine génétique et à notre santé. Quand nous parlons patrimoine génétique, nous parlons du patrimoine qui nous est propre, mais nous parlons également du patrimoine génétique associé à notre organisme qui peut intervenir dans notre santé. Nous distinguons le patrimoine génétique des organismes symbiotiques et des organismes parasites. Dans le cas d'un génotype associé symbiotique, nous avons déjà parlé du microbiote. Celui-ci participe à la digestion des fibres, nous permettant un meilleur fonctionnement de l'appareil digestif. Il nous offre également une certaine protection contre les micro-organismes pathogènes et va intervenir dans la production d'acides gras. Il a été prouvé que des transplantations de microbiote provenant d'individus obèses et minces chez des souris génétiquement identiques puisqu'elles étaient jumelles, a provoqué un changement du métabolisme de celle-ci et la souris ayant reçu le microbiote de la personne obèse est devenue obèse. Alors bien sûr, la mise en place d'une obésité va être liée à des facteurs environnementaux, en l'occurrence l'alimentation et la sédentarité. Ces facteurs vont modifier l'indice de masse corporelle et, associés à un microbiote, peuvent favoriser une obésité ou une minceur. Ainsi donc, le génotype associé symbiotique influe sur notre santé au niveau digestif, au niveau immunitaire et au niveau masse corporelle. N'oublions pas que le génotype associé de nature parasite peut développer une antibiorésistance en raison d'un trop grand nombre de traitements médicaux et cela va donner des maladies nosocomiales. Intéressons-nous de plus près à notre propre génotype et voyons comment est-ce qu'il peut influencer notre santé. Nous avons déjà évoqué le cas quand nous avons parlé des mutations. Dans le cas où il n'y a qu'un seul gène impliqué dans la maladie, nous allons parler d'une maladie monogénique, comme c'est le cas de la mucoviscidose. Dans ce cas, la délétion du codon 508 enclenche l'absence d'une phénylalanine dans la protéine CFTR qui joue le rôle d'un canal à ions permettant l'excrétion des ions chlorure à l'extérieur des cellules impliquées dans la production de mucus. Nous l'avons vu, en absence d'excrétion des ions chlorure, le mucus s'épaissit, emprisonne les bactéries qui circulent dans nos voies digestives ou aériennes et cela provoque des infections. On peut rencontrer le cas de maladies où plusieurs gènes sont impliqués et on va parler de maladies polygéniques, poly pour plusieurs. Ça va être le cas par exemple pour la fétylcétonurie ou dans le cas de cette maladie, on va détecter de l'acide phénylpyruvique dans l'urine. Cet acide phénylpyruvique est lié à une accumulation de phénylalanine dans le sang. En temps normal, un individu va transformer la phénylalanine en tyrosine. Cela s'effectue à l'aide d'une enzyme, la PAH, et d'un cofacteur. Si l'individu présente une mutation sur le gène responsable de la production de PAH ou une mutation sur le gène responsable de la production du cofacteur, l'individu ne pourra pas transformer la phénylalanine en tyrosine. Celle-ci va s'accumuler dans le sang, va être transformée en acide phénylpyruvique qui va être éliminé par les urines. Cet acide phénylpyruvique est toxique pour l'organisme et responsable de nombreux retards mentaux. On peut donner comme autre exemple le diabète de type 1. Le diabète est une maladie résultant d'une accumulation de glucose dans le sang trop importante, en l'occurrence d'une glycémie élevée. Il faut savoir qu'en temps normal, les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas produisent de l'insuline. Cette insuline circule dans le sang et favorise l'entrée du glucose dans les différentes cellules de l'organisme. Dans le diabète de type 1, les scientifiques ont repéré plus de 20 gènes impliqués. On parle de maladie polygénique. Dans ce type de diabète, on observe une destruction des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire, en l'occurrence par des anticorps. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de production d'insuline, que le glucose ne peut plus intégrer les cellules qui en ont besoin, et que celui-ci va donc rester dans le sang, et ainsi nous avons observé une forte augmentation de la glycémie. Pour rétablir un fonctionnement normal, il suffit de faire des injections d'insuline et favoriser ainsi le passage dans les différentes cellules de l'organisme. Si certaines maladies sont directement dues à une mutation de nos gènes, certaines maladies sont liées à des gènes de prédisposition. Ces gènes peuvent présenter des allèles favorables à l'apparition d'une pathologie et ils interviennent dans 30 à 70% des pathologies d'origine génétique. On observe souvent des interactions entre de nombreux gènes et on va donc parler de maladies multigéniques. C'est le cas par exemple de la sclérose en plaques, appelée aussi la CEP, dans laquelle on va voir apparaître progressivement de nombreux symptômes, tous liés à une démyélinisation, c'est-à-dire une destruction de la gaine de myéline des fibres nerveuses. Cette gaine de myéline participe à la transmission des messages nerveux
et dans le cas où celle-ci serait détruite, nous allons avoir une perturbation des communications nerveuses, ce qui sera à l'origine des symptômes. On peut également citer le cas du diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie dite multifactorielle. La glycémie élevée dans le sang provient d'une résistance des cellules à l'insuline. Les cellules bêta sont présentes, elles produisent de l'insuline, mais cette insuline, même si elle se fixe sur les cellules, ne provoque pas l'entrée de glucose à l'intérieur de celle-ci. Ce diabète a une origine à la fois génétique, mais également environnementale. Il va dépendre de nos comportements alimentaires et de notre sédentarité. Il faut bien comprendre que ces maladies liées à des gènes de prédisposition ne se déclenchent pas forcément. Elles vont souvent se déclencher sous l'effet d'activation des gènes en raison de facteurs environnementaux. On va ainsi parler de maladies multifactorielles. Aujourd'hui, les généticiens s'associent aux mathématiciens pour réaliser des études épidémiologiques. Ces études vont se dérouler en 3 phases, avec tout d'abord une phase descriptive, au cours de laquelle on va réaliser des statistiques, afin de déterminer la prévalence de cette maladie à différentes échelles. L'échelle mondiale, comme par exemple ici pour la sclérose en plaques. L'échelle régionale, comme par exemple ici la prévalence du diabète aux États-Unis chez les adultes de plus de 20 ans en 2004. On peut déterminer également la prévalence à l'échelle historique, car ici, si vous avez une carte de la prévalence du diabète aux États-Unis en 2004, voici sa prévalence en 2007 et sa prévalence en 2009. Et vous voyez bien l'augmentation de sa prévalence sur le territoire des États-Unis. On peut également déterminer une prévalence sociale et ethnique. La deuxième phase des études épidémiologiques est une phase analytique, qui va consister à réaliser une étude pangénomique ou GWAS, Genome Wide Association Study. Dans cette étude, on va chercher à mettre en évidence des variations génétiques chez les malades. Attention, on ne cherche pas à mettre des relations de causalité. On cherche juste à faire le lien entre la présence d'une mutation et la probabilité d'apparition d'une maladie. Pour cela, les études vont coûter très cher car elles vont porter sur une cohorte d'individus sains et malades très importante. Elles coûtent également cher car on recherche à identifier des SNP, c'est-à-dire des mutations qui ne concernent qu'un seul nucléotide. Il faut donc faire de nombreuses analyses génétiques. Pour que ce soit bien clair pour vous, un SNP, c'est une mutation qui ne concerne un changement que d'un seul nucléotide. Tout le reste est identique dans le gène. Et on va chercher à associer à un SNP un pourcentage de risque de développer une maladie. Comment on fait? On prend 1000 personnes, moitié saines, moitié malades. On analyse leurs gènes. On compte pour un gène précis combien ont un SNP et on regarde parmi eux combien sont malades et combien sont sains. On va donc à ce moment-là pouvoir associer à un SNP un pourcentage de risque de développer une maladie. On peut citer par exemple le SNP du gène VAV1. Ce gène est impliqué dans l'activation des lymphocytes T, impliqués eux-mêmes dans l'évolution de la cellule. On a remarqué que l'allèle VAV1 donne en temps normal du tryptophane et protège l'individu contre l'apparition d'une CEP, alors que l'allèle muté, qui produit une arginine à la place du tryptophane, prédispose au développement de la sclérose en plaques. Attention, ça ne veut pas dire que l'individu qui possède cette mutation va forcément développer une sclérose en plaques. Je vous rappelle, on a dit que la sclérose en plaques est une maladie multifactorielle. Il y a donc d'autres facteurs qui entrent en jeu que le gène VAV1. Dans le cas de l'étude d'une maladie précise, une fois qu'on a répertorié tous les SNP, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle un diagramme Manhattan, montrant le lien entre le SNP et les problèmes de santé, ici liés à la microcirculation. Dans ce diagramme, l'axe des X donne les coordonnées génomiques, ici nous sommes sur les chromosomes 1 à 22. Plus le point est situé haut, plus la probabilité d'apparition de la maladie est importante. Chaque point correspond donc à un SNP et représente la relation qui existe entre ce SNP et la probabilité de voir apparaître la maladie. Les études statistiques indiquent que quand l'association est forte entre un SNP et la probabilité d'apparition d'une maladie, alors la valeur de P sera petite et donc le logarithme négatif sera grand. Si le logarithme négatif est faible, c'est que la relation entre le SNP et la maladie n'a pas été mise en évidence. Ainsi, dans ce diagramme Manhattan, lié aux maladies de microcirculation, nous voyons qu'il y a effectivement des SNP situés sur les chromosomes 19, 12 et 6 qui présentent un fort taux de relation avec l'existence de cette maladie. Ainsi, les individus présentant des SNP sur ces chromosomes sont beaucoup plus sujets à développer des problèmes de microcirculation que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont en avoir. Les statisticiens vont définir une valeur P, valeur seuil, valeur pour laquelle il n'existe pas de lien entre le SNP et la maladie. Ainsi, si la valeur ordonnée est supérieure à P, le lien est établi, et si Y est inférieur à P, le lien est non établi.
La troisième phase des études épidémiologiques correspond à une phase d'intervention. Les épidémiologistes vont d'abord étudier l'impact des interventions curatives. Il va ensuite y avoir de la prévention collective qui va être mise en place pour éduquer les populations à la prévention contre les maladies ou aux gestes qui sauvent, comme ici dans le cas des risques cardiovasculaires, avec les symptômes de la crise cardiaque chez les hommes et chez les femmes. Ils vont ensuite faire en sorte que les médecins puissent faire de la prévention individuelle en les aidant à stratifier le risque de leurs patients. Dans ce document, un médecin va pouvoir gérer le risque d'infarctus du myocarde en fonction des données médicales de son patient. Prenons le cas par exemple d'un homme non diabétique, fumeur, âgé de 56 ans, on va donc se trouver dans ce cadre-là, qui présente une pression systolique de 160 mm de mercure, on est dans cette ligne-là, et qui présente un ratio de mauvais cholestérol à 5. Vous voyez que son risque va être de 25 à 30%, c'est-à-dire qu'il est assez élevé. Prenons le cas d'un homme diabétique, non fumeur, âgé de 57 ans, qui présente une pression systolique de 140 mm de mercure et un ratio de cholestérol à 7. Il va se trouver ici, lui aussi également aura un risque assez élevé. Pour ne pas avoir de risque, il faut se trouver dans la zone bleue et verte. Voici donc sur cette carte mentale l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de cette leçon. Pigé ? Salut !